Bonjour à tous, je suis Maxime Sescos, chargé de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et je vais être en charge d'animer ce webinaire ou un web échange sur la mise en place d'espaces de discussion pour améliorer la qualité de vie au travail. Je vais présenter d'abord très rapidement le réseau ANACT-ARACT avant de vous donner un peu les règles du jeu de cette conférence, de voir comment nous allons pouvoir interagir avant de laisser Cécile Binet de l'ARS faire l'introduction de l'ARS qui nous a permis d'organiser ce temps d'échange aujourd'hui, avant de vous faire une rapide présentation sur quelques apports sur la question des espaces de discussion et de la QVT et de laisser la place à des témoignages de directeurs d'établissement qui ont mis en place des espaces de discussion pour vraiment améliorer ces questions de qualité de vie au travail. Alors très rapidement, le réseau ANACT-ARACT, donc je travaille à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous faisons partie d'un réseau qui est chapeauté par l'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est les sous-tutelles du ministère du Travail. Les ARACT sont des associations qui sont présentes dans chaque région, des associations paritaires, donc pilotées par les partenaires sociaux. Et en Nouvelle-Aquitaine, nous comptons 3 sites, un sur Bordeaux, un sur Limoges et un sur Poitiers. Nous avons une mission de service public de répondre à la demande sociale des entreprises et structures du territoire pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail, toujours en agissant sur l'organisation et les relations professionnelles, en diffusant le plus possible des outils et méthodes pour faire en sorte que les établissements que nous accompagnons montent en compétences et soient en capacité d'être autonomes pour continuer d'avancer sur les démarches que nous impulsons avec eux. Juste rapidement une précision, cet atelier se met en place dans le cadre de la semaine pour la qualité de vie au travail, donc une semaine qui est pilotée par notre réseau et dont la thématique de cette année est les collectifs de travail. Donc on est clairement dans la thématique des échanges du jour. Voilà, donc il y a des manifestations toute cette semaine en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau national. Vous pouvez retrouver un agenda sur notre site et sur le site national. Vous aurez tous les liens utiles à la fin, dans la dernière conférence, dans la dernière slide, à la fin de cette présentation. Donc cet atelier, juste pour vous le représenter rapidement, donc, est enregistré. L'objectif, c'est que tout ce que nous allons dire aujourd'hui puisse être regardé en replay sur la page QVT du site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc ce web échange est le premier qu'on espère d'une série que nous voulons mettre en place. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait ce mélange d'apports théoriques, de retour d'expérience et de partage d'outils. Donc c'est pour ça que les témoins s'exprimeront tout à l'heure et que de mon côté, donc ce temps est assez court, donc je ne vous présenterai pas les outils très en détail, mais au moins un niveau pour que vous puissiez voir s'il y a un intérêt pour vous. Et après, je vous donnerai les ressources pour aller les solliciter si vous le souhaitez. Le support que je vous présente aujourd'hui, ainsi que les différents outils, seront mis en ligne sur la page QVT de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Comme je l'ai dit, c'est un premier atelier test. Donc, je m'excuse un peu pour le début laborieux en termes de technique. C'est la première fois que nous utilisons cette modalité sur Zoom. L'intérêt, c'est vraiment de voir si la modalité qui vous est présentée, le contenu, les thématiques, la manière de faire va vous intéresser pour voir s'il y a matière à, au second semestre, reproduire ce type d'atelier en ligne. Du coup, comme je l'ai dit, nous en sommes aux règles de fonctionnement. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est on va vous donner la possibilité de poser des questions écrites dans le chat. De notre côté, si nous avons le temps, nous allons y répondre aujourd'hui. Si nous n'avons pas le temps, nous répondrons, nous allons compiler un peu les questions. Tout ce qui est marqué dans le chat, les questions que vous enverrez en mode public seront enregistrées. Et de l'autre côté, nous allons les retravailler, voir s'il y a des catégories qui ressortent un peu communes pour vous proposer une sorte de questions-réponses, toujours sur la page QVT de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc, quelques temps après cette manifestation, nous ferons des grandes catégories de questions et les réponses que nous pouvons y apporter. Ce que nous vous proposons aussi, après les témoignages, donc il y aura 3 grands témoins aujourd'hui, après chaque témoignage, nous avons laissé la possibilité de poser 2 à 3 questions aux témoins. Donc nous vous demandons de vous signaler dans le chat, juste de marquer votre nom et dire que vous souhaitez intervenir. Et mes collègues qui m'assistent très gentiment aujourd'hui noteront votre nom et les premiers qui se manifesteront auront la parole. Et en fonction du temps, nous verrons combien de questions nous pourrons prendre. Après, toujours dans la même logique, si vous avez vraiment des questions que vous avez envie de poser,
Si vous n'avez pas pu les poser à l'oral, mettez-les à l'écrit dans le chat et on fera des liens utiles si besoin. Dernier point, s'il y a vraiment une question spécifique par rapport à votre situation de votre établissement et qui ne mérite pas forcément d'être partagée, mais auquel vous voulez une réponse, vous pouvez nous contacter sur le site de l'ARAC Nouvelle-Aquitaine, dont vous avez le lien juste ici, et nous verrons, nous vous apporterons une réponse dès qu'on aura pu la traiter. Donc voilà rapidement les règles du jeu. Donc les questions par écrit, si vous souhaitez communiquer, marquez-le dans le chat, et une question spécifique, nous contacter en direct. Donc, je vais laisser peut-être Cécile Binet de l'ARS, après ma longue intro, faire un peu le point de l'agence sur cette thématique de discuter du travail et de mettre en place des espaces de discussion. Oui, merci beaucoup Maxime pour cette introduction et ces présentations. Bonjour à tous, donc moi je me présente, je suis Cécile Binet, je travaille à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, je suis responsable du département de la performance au sein de la direction de l'offre de soins et de l'autonomie et je suis aussi référente qualité de vie au travail au sein de l'agence Nouvelle-Aquitaine et en charge de la politique que nous menons régionale pour la promotion de la qualité de vie au travail. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai introduit, je vous rassure rapidement, cet atelier que nous avons souhaité organiser avec l'ARAC Nouvelle-Aquitaine, avec qui nous avons un partenariat fort pour porter des actions communes à l'attention des professionnels qui travaillent au sein des structures. Donc, je les remercie pour l'organisation de cet premier atelier, qui est un premier test, comme vous avez pu le constater, auquel on fera une petite évaluation pour permettre de voir comment on peut ajuster éventuellement les futurs ateliers. Donc, merci à tous pour votre participation, vous êtes nombreux à vous être inscrits. On voit qu'on a un petit peu moins, mais on a quand même une centaine de personnes connectées. Donc, merci à tous. Je remercie aussi les établissements qui ont bien voulu témoigner cet après-midi. Donc, M. Vidal et Mme Vital, M. Denizou et M. Favarière. Toutes mes excuses si je le prononce pas correctement. Donc, c'était très important pour nous aussi, côté agence, d'avoir le retour des établissements pour alimenter et aller au-delà d'un webinaire un peu technique, un peu théorique, mais qui permet vraiment d'avoir une illustration très concrète. Puisque nous, côté Nouvelle-Aquitaine, au sein de l'agence, nous portons une politique depuis plusieurs années sur la promotion de la qualité de vie au travail au sein des établissements. Certains d'entre vous ont pu candidater depuis plusieurs années à nos appels à candidature. Donc, pour nous, c'est une action et un axe très fort de notre politique qui nous semble très important en termes de dynamique d'attractivité que récemment les pouvoirs publics se sont aussi emparés, notamment il y a quelques années sur le rapport Myriam El Khomri. Donc, vous allez voir que ce rapport nous a inspiré aussi la thématique de cet atelier. Donc voilà, la QVT est un outil très important au sein des organisations. Et dans ce contexte de crise épidémique, c'est une question qui a été aussi au cœur des débats. Donc ça nous semblait toujours aussi important de l'évoquer et de lancer des dynamiques. Et notamment, cet atelier permettait de proposer des espaces de discussion et d'échange entre les professionnels. Voilà, rapidement aussi un cadre de travail national qui favorise la promotion de la qualité de vie au travail au sein des établissements. Alors, le Ségur de la santé a évoqué la qualité de vie au travail, le rapport Grand Âge 2020-2024 qui était établi par Madame Myriam El Khomri, et puis très récemment la mission Laforcade sur les métiers de l'autonomie. Donc, je ne rentre pas en détail, mais ça pose un cadre de travail important aussi nationalement qui fait écho au projet régional que nous menons depuis plusieurs années. Donc, on a souhaité continuer à se mobiliser sur la qualité de vie au travail pour apporter des leviers et outiller les établissements pour renforcer, structurer ou initier des démarches au sein de vos établissements. Donc, ces ateliers, donc Maxime vous a effectivement évoqué les objectifs. Donc, c'est vraiment des temps de partage de connaissances, d'identification de pratiques remarquables, d'échanges entre professionnels, de retour d'expérience pour favoriser les échanges entre professionnels. Et donc, nous avons souhaité, pour la semaine de la qualité de vie au travail, lancer ce premier webinaire avec une thématique que nous avions choisie avant la thématique de cette semaine de la QVT, le travailler ensemble. Nous avions choisi ce thème de mettre en place des espaces de discussion, puisque c'était remonté régulièrement dans le cadre des échanges qu'on avait pu avoir avec les professionnels, et c'était une mesure aussi qui avait été préconisée dans le rapport El Khomri pour favoriser l'attractivité des métiers, de mettre en place des espaces de discussion pour les professionnels, pour parler du travail entre professionnels. Voilà, et ça a été aussi une thématique qui a été mise aussi en avant dans le cadre des résultats
de l'outil Kena, donc, qui est l'outil de mesure de la qualité de vie au travail en EHPAD, qui a été récemment finalisé par l'Institut de santé publique d'épidémiologie, auquel l'ARS a financé une partie du projet, auquel je sais que certains d'entre vous ont participé. Donc, dans ces résultats de mesure de la qualité de vie au travail, qui permet de sonder la vie des professionnels pour donner un score QVT, vous aviez effectivement cette thématique de la parole des professionnels, l'absence justement en termes d'axe de travail. Donc, ça me semblait être une première thématique toute choisie. Donc, je ne fais pas plus long. Je redonne la parole à Maxime Delarac pour se lancer dans le déroulé de ce bel atelier. Donc, bon atelier à tous. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et à prendre la parole, puisque c'est vraiment l'objectif de ces ateliers. Merci Cécile pour cette introduction. Voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse amener quelques éléments, mais assez rapides, pour pouvoir après nourrir les échanges. Donc, la première question, peut-être, c'est pourquoi mettre le travail en discussion? Quel intérêt pouvons-nous y trouver? Parler du travail, c'est ce qui est au cœur de la définition de la QVT, selon l'accord national interprofessionnel de 2013. Donc, dans cet accord qui fait un peu, voilà, qui est vraiment la définition qui maintenant est partagée par l'immense majorité des acteurs qui travaillent autour de la QVT, ce qui définit la perception de la qualité de vie au travail, donc on est d'accord déjà que c'est une perception, c'est vraiment à la fois les conditions dans lesquelles les salariés vont exercer leur travail, mais aussi la capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci. Donc, c'est vraiment ça qu'il y a une spécificité au niveau de la QVT, c'est qu'elle est définie par la possibilité de pouvoir s'exprimer et agir. Ce lien est extrêmement important parce qu'on sait que l'expression existe surtout dans le secteur médico-social. C'est ce lien toujours expression-action qui n'est pas toujours efficient. Donc, on sait très bien que ça peut prendre plusieurs formes. Donc, il y a la modalité participative avec les groupes de résolution de problèmes, les groupes d'expression, le débat de manière générale sur le travail, aussi le partenariat social, donc les questions de concertation, la mise en place du dialogue social, le soutien managérial avec la manière dont les managers ou les encadrants vont vraiment pouvoir s'appuyer sur les attentes des collectifs pour pouvoir être une ressource pour leurs équipes et pas uniquement une fonction de contrôle ou de gestion. Et aussi le fait de discuter du travail et capacité de s'exprimer et à agir sur les collectifs entre eux, au niveau des solidarités métiers, du travail d'équipe, des échanges sur les pratiques. Donc, en ça, la question de parler du travail est au cœur de la QVT. Donc, l'intérêt, on peut le voir à plusieurs niveaux. Pour les professionnels, ça va toujours être un moyen de développer de la reconnaissance, de se professionnaliser et de valoriser l'engagement au travail, l'accès et le sens. Cet aspect peut être le plus important des trois, quand on sait qu'on est dans un secteur où l'attractivité est une question qui est beaucoup travaillée en ce moment. Les questions de turnover ou d'absentéisme sont un peu centrales. L'objectif, c'est vraiment, en donnant la possibilité aux personnes de s'exprimer, mais surtout d'agir sur leur travail, mais de se projeter à long terme et d'être engagés dans la vie de leur structure. Parler du travail permet aussi de favoriser la transformation concertée. On sait que vous êtes dans un secteur où il y a des transformations qui arrivent parfois de manière non concertée. Vous, en tant que cadre ou directeur, vous devez faire appliquer des nouvelles attentes. Et cette transformation qui parfois est subie, l'objectif, c'est de faire qu'en mettant en débat, en identifiant les marges de manœuvre, on puisse faire que les personnes l'acceptent le mieux ou se l'approprient le plus facilement possible. Enfin, pour votre structure, c'est vraiment, en mettant en discussion le travail, améliorer la performance collective, valorisant l'innovation et s'appuyer sur le dialogue social. Comme j'ai déjà dit, les espaces où l'on peut parler du travail sont vraiment nombreux dans les établissements médico-sociaux. Vous êtes un secteur où il y a cette culture qui est extrêmement développée de la mise en débat, mise en discussion. Mais pour autant, cette logique de discussion ne se traduit pas par des transformations ou un impact de ce qui est dit sur la manière de travailler. Et c'est en ça que l'espace de discussion a vraiment cette volonté de mettre en débat pour transformer. Donc, on sait qu'il y a un nombre d'écueils assez importants qui peuvent être rencontrés quand on met ces espaces de discussion en place. Et l'objectif, c'est de réussir à les mettre en place de manière la plus efficiente possible et de faire en sorte d'arriver à impliquer des professionnels pour qu'ils veuillent participer et s'inscrire dans cette dynamique.
Donc, je parle d'espace de discussion, peut-être assez rapidement pour les définir. Pour notre réseau, à Nactara, il y a vraiment 5 critères qui vont les caractériser. C'est toujours un espace collectif. Ça semble logique, mais un espace de discussion ne se fait pas de manière individuelle ou en binôme. Il faut qu'il y ait un collectif qui se crée et qui soit créé pour répondre à cet objectif. L'objet, c'est vraiment de mettre le travail et l'activité des personnes au centre de la discussion, de parler des règles métiers, du sens de l'activité, identifier les ressources, les contraintes, mais vraiment qu'on rapporte toujours les attentes autour de discuter du travail. Pour avoir accompagné un certain nombre d'établissements sanitaires et médico-sociaux, on voit que parfois, il y avait cette volonté de mettre en place des espaces de discussion, mais on ne savait pas comment vraiment amener le travail au cœur de la discussion, comment faire en sorte que les personnes veuillent s'exprimer sur la question. Donc c'est vraiment tout l'objet, on va vous présenter quelques outils après, mais c'est vraiment assez central de vraiment mettre le travail au milieu. Les modalités, il faut vraiment que ça soit dans un cadre assez strict, assez concret, et que les règles soient toujours co-construites avec les parties prenantes. Les questions de confidentialité, de comment on organise les échanges, qu'est-ce qui en ressort surtout, quel objectif, ça paraît indispensable de les cadrer au démarrage. Ces temps doivent aussi être vraiment inscrits dans l'organisation du travail. On ne peut pas être uniquement sur de l'informel. On sait que les espaces informels, la machine à café, sont un espace de discussion qui permet beaucoup de choses, dont de la régulation, de la montée en compétences, de la cohésion d'équipe. Mais il faut faire en sorte que ça ne puisse pas reposer que là-dessus. Les espaces de discussion doivent vraiment être ancrés dans l'organisation. Pour au final, vraiment mettre le travail à cœur et impliquer les professionnels pour qu'en ressortent des propositions toujours d'amélioration ou que des décisions concrètes soient prises pour faire évoluer la manière de travailler. C'est un peu tout l'enjeu de la QVT, c'est faire en sorte que les personnes puissent être impliquées dans l'organisation du travail et de fait plus engagées. Voilà, un petit slide qui vous montre en miroir ce que peut être un espace de discussion, donc un espace de partage avec des pairs sur les expériences de travail, un espace de débat sur ce qui fait la qualité du travail, se dire est-ce qu'on est d'accord sur une bonne prise en soin d'un résident dans un EHPAD, est-ce qu'on est tous d'accord sur la manière de le faire? Ou est-ce que chacun a un peu ses critères de qualité et les mettre en débat? Jusqu'à quel niveau peut-on avoir des pratiques différentes et quel est le socle commun? C'est des choses qu'on peut mettre en débat à cet endroit-là. C'est un endroit où on va fabriquer des compromis, on va chercher des solutions collectives, donc on est sûr que chacun ne va pas répondre, remplir ses attentes, mais l'objectif, c'est de se mettre d'accord sur un futur fonctionnement. On est sur un espace qui permet d'aboutir à de la production de solutions et un lieu qui autorise la controverse au travail. Alors la controverse un peu dans l'approche de clos, c'est-à-dire on va avoir de la dispute professionnelle. C'est un endroit où il faut poser un cadre qui permette aux personnes de ne pas être d'accord, mais le but c'est vraiment que chacun amène son point de vue, ses arguments pour au final réussir mais uniquement sur le professionnel, pas sur le personnel, pour réussir à trouver des solutions. Et voilà, c'est pour ça qu'on préconise toujours parler de situations concrètes. Et ce que ce n'est pas, ça je vais passer assez vite, mais ce n'est pas un espace de plainte, ce n'est pas un endroit où on va régler des conflits entre les personnes, ce n'est pas un espace de médiation interpersonnelle, ce n'est pas une réunion d'information qui va être descendante, et ce n'est surtout pas un temps d'échange où il n'y aura ni cadrage ni règle. C'est vraiment important au démarrage de vraiment cadrer l'espace. Donc on va être pas non plus sur de la prescription, ce n'est pas ce qu'on doit faire, mais c'est ce qu'on fait réellement et comment on fait le lien avec ce qui est attendu de nous. Et dernier élément, ce n'est pas un espace de dialogue social, de représentation du personnel. C'est vraiment un espace à part qui doit concerner une partie importante de l'effectif. Dernier élément sur lequel je vais passer assez vite avant de laisser place au premier témoignage, c'est comment les mettre en place, ces espaces de discussion. Donc les 3 grandes étapes, et la première et peut-être la plus importante, c'est déterminer le contexte et les besoins de la mise en discussion du travail. On ne doit pas mettre un espace de discussion pour mettre un espace de discussion parce que ça répond à une attente ou à une injonction. L'objectif, c'est de se dire à quel besoin il va répondre. Si on veut impliquer le personnel, c'est vraiment ça le principal, parce que sinon, ils vont venir au premier, au second, mais après, s'ils ne voient pas d'intérêt, ça ne va pas pouvoir se mettre en place. Par exemple, sur une clinique que j'avais accompagnée, l'objectif, c'est voilà, on a mis un espace de discussion parce qu'on voulait que les personnes se connaissent mieux et du coup diminuer un peu les tensions entre une équipe de nuit et une équipe de jour. Concrètement,
le contenu de la journée, ce qu'on allait vraiment mettre en discussion, n'avait pas été réfléchi. Et ce qui fait qu'on a eu des réunions où les personnes se regardaient un peu en chien de faïence, parce que sans objet, sans le travail à cœur, les personnes n'avaient aucun élément sur lequel s'appuyer pour mettre en discussion. Et du coup, la situation ne bougeait pas. Donc vraiment, analyser le contexte et déterminer les besoins, c'est vraiment central. Après, deuxième étape, c'est vraiment faire un état des lieux et analyser l'existant. Donc que ce soit ou de la thématique qu'on va traiter, mais même au niveau des espaces de discussion. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'espaces où il est possible de parler du travail dans vos structures. L'objectif, ce n'est pas d'en mettre de nouveaux, c'est vraiment de se dire, dans chaque espace, de quoi on parle, de quoi on ne parle pas, et est-ce qu'on a besoin d'en créer un nouveau? Est-ce qu'on pourrait en regrouper plusieurs? Par expérience, pour des établissements avec lesquels on a travaillé, on a vu qu'en fait, ce qui a été fait au démarrage, c'est de regrouper des espaces. Parce qu'on voyait qu'on avait plusieurs espaces qui existaient, mais où on parlait peu ou prou de la même chose. Et au final, c'était du temps perdu. Quand on sait que le temps est vraiment et la mise à disposition des personnes qui participent à ces temps de réunion est vraiment centrale dans votre secteur. La solution, avant de travailler vraiment comme on allait faire, ça a été de regrouper les temps, se dire il faut gagner en efficacité dans l'organisation. Donc ça permet aussi ça. Et dernière étape, c'est vraiment définir l'ingénierie. Dernier élément, donc c'est de quoi allons-nous parler dans ces espaces? Ça peut se situer à plusieurs niveaux. Ce qui est vraiment central, c'est de définir au démarrage le périmètre des possibles. C'est de dire aux personnes, vous n'allez pas pouvoir tout transformer. On ne crée pas un espace où tout le monde va pouvoir dire ce qu'il a sur le cœur et on va changer complètement l'organisation de notre EHPAD. C'est vraiment identifier là on a des marges de manœuvre, que la direction pose clairement jusqu'où elle est prête à faire modifier l'organisation, à faire bouger ses attentes pour qu'on puisse se dire sur quoi on peut travailler et que ça soit déjà dit en toute conscience au démarrage pour que les gens puissent s'engager. Donc, deuxième étape, jusqu'où on est prêt à donner pouvoir en tant que direction à ses salariés ou à ses cadres. Et dernier élément, valider vraiment les acteurs concernés, c'est-à-dire balayer au démarrage qui on va chercher à impliquer dans les espaces pour ne pas avoir de trous dans la raquette, si je peux dire, et identifier quels besoins on cherche à couvrir et voir quel niveau on va pouvoir discuter. Est-ce qu'on va parler vraiment de la stratégie de l'établissement, des grandes orientations, demander un peu l'avis des personnes? Est-ce qu'on va retravailler l'organisation, le fonctionnement, les roulements, les plannings, ou vraiment l'activité en elle-même? C'est-à-dire le cœur de métier, la tâche, l'activité, c'est les compétences nécessaires. Vraiment, quand je fais mon travail de soignant, qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier dans cette approche? Donc voilà, bon, là je vais passer très vite là-dessus, mais on voit qu'on retombe assez rapidement sur la question du principe de subsidiarité, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau on va donner pouvoir, capacité à faire des propositions et des modifications au niveau de la base des travailleurs. Parce qu'on est bien conscient que l'objectif, c'est d'accorder des dynamiques qui peuvent sembler contradictoires au démarrage, c'est-à-dire reconnaître la nécessité d'autonomie des collectifs, donc la subjectivité dans le travail pour les personnes, mais aussi la dynamique qui veut qu'il y ait quand même une nécessité, un besoin de contrôle par la direction et l'encadrement du niveau de cette subjectivité. Donc c'est bien ça qu'on va chercher à mettre en relation quand on va travailler au niveau de ces groupes. Donc voilà, donc c'était une présentation vraiment très rapide. Je vous donnerai après dans les liens des éléments beaucoup plus étoffés si vraiment vous voulez creuser cette question-là. Maintenant, je vous propose qu'on écoute les témoignages de Monsieur Vivez, alors à qui je vais essayer de donner la main pour qu'il puisse communiquer. Donc, qui est directeur de l'EHPAD Les Jardins de Lombrières à Eysines, et à Madame Laetitia Vital, qui est psychologue du travail dans sa structure. Je vous remercie à tous les deux d'avoir bien accepté de participer, de témoigner un peu sur la mise en place d'espaces de discussion au sein de votre EHPAD, Monsieur Vivez. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter votre structure et ensuite nous dire un peu, voilà, dans l'organisation, la manière, comment vous avez fait pour mettre en place cette dynamique d'espace de discussion? Bon, bonjour à tous. Les Jardins de Lombrières, c'est un EHPAD de 44 lits qui existe depuis 2014 sur la commune d'Eysines, comme bâtiment encore neuf, qui accueille aussi des résidents d'accueil de jour et plutôt de manière générale un ensemble de résidents avec des pathologies
fortement dépendantes. On a deux unités protégées de 10 et 12 personnes. On a une équipe d'une 52-55 personnes de manière assez régulière. Et notre démarche au sein de la QVT a démarré, ça doit être fin 2016, avec Laetitia Vital qui est venue proposer l'exercice de son mémoire de fin d'études au sein de notre établissement. Et puis, depuis, je crois qu'on ne s'est pas quitté, ou pas longtemps toujours. Et on essaie de manière assez régulière de faire progresser les thèmes de la QVT. On a démarré par la constitution d'un comité de pilotage en ayant repéré quelques personnes un peu constructives dans la participation et capables aussi d'avoir une vision un peu globale, un peu générale des objectifs d'un EHPAD et de l'organisation qui pouvait en découler et des retentissements de cette organisation sur la qualité de vie de chacun quand il venait exercer au sein de l'établissement. Ça n'a pas forcément été simple, à la fois de trouver du temps pour ces personnes-là et à la fois que le retour de ce temps-là passé, pas auprès des résidents et pas auprès des équipes, apporte quelque chose à l'ensemble des personnels qui exercent au sein de l'établissement. Maintenant, c'est quelque chose qui est un peu plus... qui est de plus en plus efficace, même si ce n'est pas encore parfait. Mais l'exercice est bien accepté, bien constructif en fait, par un plus grand nombre. Et de manière plus pratique, Laetitia va pouvoir vous détailler un peu mieux les objectifs qui sont poursuivis lors de ces différents échanges. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'intervenir dans plusieurs structures. Au sein des Jardins de l'Ombrière, nous avons constitué donc, depuis 2016-2017 ce qu'on appelle un comité QVT qui réunit à peu près 8 personnes. Ces 8 personnes représentent chacune un des métiers de la structure, que ce soit les ASH, les AS, la maintenance, mais aussi les IDE, la cuisine. Et donc, dans le cadre de ces temps de comité QVT, l'enjeu est de venir traiter des problématiques interservices, métiers, avec l'objectif de poser vraiment des problématiques concrètes. Vous disiez tout à l'heure, et je rebondis dessus, que c'est parfois assez compliqué d'évacuer toute la partie émotionnelle et les problématiques comportementales, les tensions que peuvent vivre les professionnels au cours de leur activité quotidienne, pour arriver vraiment à se centrer sur des problématiques très objectives. Donc ça, c'est un temps que l'on fait à peu près une fois par trimestre, avec le choix aussi de ne pas avoir d'animation par un cadre. Alors, il y a des infirmiers, mais il n'y a pas... ce sont des cadres de proximité, mais ni la direction, ni l'adjointe de direction, par exemple, ou l'IDEC ne sont présentes pour justement que les professionnels puissent trouver des solutions ensemble, puissent négocier, penser leur travail et tenter de trouver des solutions. Et je crois que, comme dit M. Mivet, ce n'est pas encore parfait, mais on y arrive petit à petit à aller vers ce type de solutions collectives et co-construites. Un autre type d'espace de discussion qu'on tente aussi de mettre en œuvre, alors là sur une autre structure, c'est des espaces de discussion thématiques. Pour vous donner un exemple concret, là il y a une des structures qui avait un point, une problématique autour du temps de repas, avec des tensions interservices, des tensions avec les résidents. Donc on a fait un travail donc là avec les cadres pour créer un espace de discussion avec les parties prenantes,
En y repensant, ça aurait peut-être été intéressant aussi d'y faire participer peut-être des parties prenantes externes pour pouvoir discuter de ce temps de repas, de son organisation, de ces modalités vraiment très concrètes de travail. Et ça vient de il y a du matériel aussi qui a été acheté, donc la direction a fait confiance à ce groupe de travail pour proposer des solutions opérationnelles, quitte à investir sur du matériel, sur des choses concrètes. Et donc là, on est en période de test. Il y aura évidemment une évaluation au fur et à mesure. Et puis un temps, je pense, de conclusion pour aussi que les professionnels qui se sont engagés dans cet espace de discussion puissent avoir la satisfaction de se dire que elles ont été écoutées, entendues, on a mis en place ce qu'elles ont préconisé et voilà, la boucle est bouclée, elles peuvent évaluer ce qu'elles ont elles-mêmes mis en place. Un dernier espace de discussion là, que nous sommes en train de tester aussi sur une autre structure, c'est le sacro-saint changement d'organisation de la matinée de travail pour des AS et ASH. Donc, on est en train de travailler avec là aussi la direction, mais qui est vraiment plus présente sur la partie logistique, organisationnelle et comme vous disiez, un peu le négociable et le non négociable. Jusqu'où on va en fait dans la possibilité de penser et d'agir le travail. Et quand ça, c'est bien défini, l'objectif et l'enjeu, c'est de construire des espaces de discussion par métier et ensuite intermétier avec les parties prenantes, ensuite de générer des solutions qui vont être testées, évaluées et encore une fois, qu'il y ait une réunion finale qui puisse finaliser ce test. Donc voilà comment on compose ces groupes et les sujets un petit peu qui sont abordés dans ces espaces de discussion que nous tentons de mettre en place. Et du coup, selon vous, est-ce que vous voyez un intérêt un peu à mettre en place une dynamique interétablissement sur ces questions-là? Alors, juste pour resituer un petit peu dans quel cadre nous sommes. Donc, en 2019, nous avons eu la chance de bénéficier d'un appel à projet de l'ARS qui nous a permis de travailler donc, déjà avec ces 4 structures. Et nous avons continué, même en 2020, sans financement, alors de manière beaucoup moins importante, mais des partenariats. On a fait une vidéo de soutien pour un établissement qui avait été très, très touché par la période Covid. Et en 2021, nous bénéficions à nouveau d'un financement via l'ARS qui nous permet de mettre en œuvre des temps de travail mutualisés. Pour vous donner une idée, j'interviens donc une demi-journée par semaine sur chaque établissement, ce qui permet d'identifier des thématiques communes, d'identifier des professionnels ou des professions qui pourraient avoir des temps d'échange inter-établissements. C'est ce que nous essayons de mettre en place depuis 2021, notamment sur des situations post-Covid. Avec là aussi des temps de travail, alors plutôt sur les établissements, mais nous essayons aussi de mettre en place des temps de travail interétablissements sur des professions, des postes de métiers isolés, comme par exemple les AS référentes ou les psychologues, les psychogérontologues. Beaucoup pour ce témoignage. Monsieur Vivez, est-ce que peut-être vous, avant qu'on prenne une question, peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour la conclusion? Alors juste que c'est vrai que le contexte de porteur de projets QVT financé par l'ARS à 2 reprises est une aide importante et indispensable pour nous pour pouvoir mobiliser à la fois Laetitia et puis tous les travaux qu'elle met en œuvre. Et c'est vrai que le partenariat et les échanges qui ont pu être créés avec ces 3 autres sites sont un enrichissement qui ne peut pas être, à mon avis, atteint quand l'établissement reste seul à réfléchir de manière un peu auto-centrée sur ces pratiques. Donc, c'est vrai que ce contexte-là est plutôt favorable, voire très favorable pour nous à travailler sur ces sujets. Okay. Merci beaucoup. Du coup, dans le chat, est-ce que certaines personnes souhaitent poser une question par rapport à cette présentation qui a été faite? On a une question de Monsieur Lopez qui nous demande qui anime ces groupes. Est-ce que c'est Madame Vital, la psychologue?
Alors, en fait, ça dépend des groupes. Clairement, il y a des groupes où c'est très pertinent qu'il y ait un acteur externe qui anime parce que ça permet justement l'objectivité et ça permet d'avoir une certaine neutralité dans l'animation de ces temps de travail. Il y a des groupes notamment thématiques, là, celui dont je vous parlais sur le thème du repas de midi. En fait, moi, j'ai donné toutes les clés, et d'ailleurs, ils n'en avaient pas besoin de tant que ça au cadre, et c'est eux qui ont animé ce temps de travail avec une trame qu'on a réfléchie ensemble. Mais voilà, je crois que, encore une fois, ces espaces de discussion, ils sont vraiment à co-construire et à adapter un peu sur mesure en fonction des besoins. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question alors qui revient plusieurs fois dans le chat. Alors même si on est sur la question de la place du cadre ou des managers sur ces questions, est-ce qu'elles ne se sentent pas un peu dans cette dynamique de concertation, espace de discussion? Est-ce que les cadres ne se sentent pas un peu dépossédés de leur rôle et de leur fonction? Alors, pas du tout, puisque là, l'idée, c'est vraiment d'être dans du soutien au management. Et ces espaces de discussion sont co-construits avec les cadres. Et encore une fois, en fonction des thématiques, en fonction des sujets, c'est soit les cadres qui les animent, soit parce que ça a un intérêt et parce que c'est pertinent, c'est l'acteur externe qui peut le faire. Mais vraiment, la démarche, elle est avant tout du soutien au management. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on a aussi des espaces de discussion ou des espaces d'échange avec les cadres et moi-même ou d'autres professionnels, j'espère, qui interviendront sur des sujets très précis pour les outiller. Et au contraire, vraiment, voilà, il n'y a pas du tout, on ne crée pas d'espace sans leur accord ou sans que ça soit pertinent à leurs yeux. Peut-être alors une toute dernière question pour voir, est-ce que ces espaces de discussion, comment faire pour qu'ils ne se transforment pas en instance de représentation syndicale? C'est une chose qu'on a aussi pas mal entendu, nous. De votre côté, est-ce que ça a été le cas ou pas du tout? Alors, je peux répondre en partie, Monsieur Vives, vous compléterez, mais c'est vrai qu'on a la chance d'être sur 4 structures qui ont évidemment des représentations syndicales, mais qui, à mon niveau, sont toujours constructives. Et j'ai plutôt eu la chance encore une fois, de travailler en co-construction et pas du tout en opposition. Mais voilà, ça reste à mon niveau et je crois que c'est par le dialogue et par le fait aussi qu'on est sur un accompagnement qui est sur mesure, on n'impose pas et on est vraiment dans une démarche participative, que ce soit avec les cadres, mais aussi ces acteurs-là. Non, je rejoins le commentaire de Laetitia. C'est vrai que je parlais tout à l'heure de difficultés, même si les premiers comités de pilotage ont été plus compliqués, plus difficiles à cibler sur les enjeux de ces rencontres-là. La participation des membres du CSE a toujours été continue et la réflexion et l'apport de chacun, qu'il soit ou non représentant syndical ou CSE, est équitable au sein de ces échanges et de discussions. Donc aujourd'hui, ça n'a pas posé de difficultés. Puis on espère que ça va continuer comme ça. Parce que le dialogue et l'échange, le partage à la fois d'expériences, d'idées, est quelque chose qui est la règle, en fait, qui est devenue la règle. Donc non, ça se passe bien. Ouais. Je vous remercie beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Merci à vous. C'est assez riche et très intéressant. Voilà. Je vous remercie. Alors, ne vous vexez pas, je vais vous rebasculer en mode. On ne se vexera pas. C'est très gentil d'être venu participer à ça. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous présenter peut-être très rapidement quelques outils qui existent et qui sont mis en place pour animer ces espaces de discussion. Le premier, qui est peut-être un des plus simples pour faire le lien avec la QVT, c'est vraiment ce que nous on appelle la boussole QVT. Donc si vous regardez cette boussole, c'est vraiment, donc à l'intérieur vous avez marqué enjeu QVT et juste autour
vous avez 6 grandes catégories qui, pour nous, sont les grandes thématiques qui constituent la QVT. Donc, vraiment, l'égalité des chances, le contenu du travail, la santé au travail, le développement professionnel, la performance et le management, et donc, performance au sens qualité de service produite et performance sociale, et la question des relations de travail et du climat social. Donc, c'est vraiment les 6 grandes thématiques qui constituent la QVT. Et travailler avec cette boussole, c'est un peu ce qui permet de donner l'orientation vers quoi on va orienter nos travaux QVT. Donc, par exemple, quand nous, on travaille quand on travaille en petits groupes, au sein d'un espace de discussion qu'on crée pour travailler la QVT dans un établissement, mais on travaille avec des post-it et on demande aux personnes qu'est-ce qui, selon vous, est vraiment un point fort qui constitue la QVT dans votre structure, qu'est-ce qui, selon vous, est vraiment un point à améliorer. Donc, on demande de noter une action vraiment concrète avec l'activité du travail, un peu déconnectée de ces 6 thématiques. On demande dans votre vécu quotidien, vraiment identifiez-nous une situation ou deux qui vraiment pour vous a un impact sur votre QVT, en positif ou en négatif, et on demande les plus importants. Après, on demande aux personnes d'aller poser ces post-it. Donc, on fait très binaire. Hein. En vert, c'est les points positifs. En rouge, c'est les points plus négatifs. Et après, on leur demande d'aller poser ces post-it sur cette boussole qu'on projette en grand sur un mur. Et on fait ça avec un groupe pluridisciplinaire. Et la richesse de ce travail, c'est qu'avec 6-7 participants, on arrive avec une photographie et on voit sur quelle thématique on a plutôt beaucoup de vert. Et là, c'est les points qu'on doit consolider, sur lesquels on doit travailler, on doit s'appuyer et renforcer parce que c'est vraiment ce qui fait l'intérêt de travailler dans notre structure. Et en rouge, c'est les points qu'on doit chercher à améliorer. Et sans que ce soit un diagnostic, dès le démarrage, ça donne une orientation vers quoi on doit consacrer nos travaux. Ça peut aussi être un bon outil de suivi. On peut faire ça au tout début de lancement d'une démarche QVT. On met en place une action, des diagnostics, des états des lieux, des groupes de travail, des propositions de solutions. Et 1 an après, 2 ans après, on refait ce petit travail de post-it. Et on cherche à identifier, est-ce que nos forces sont toujours des forces ou est-ce que ce sont amenuisées? Est-ce que les points faibles qui étaient vraiment importants à travailler pour nous, est-ce qu'on a moins de rouge, donc ça veut dire qu'on a progressé sur ce niveau-là? Oui, ça peut faire un outil de suivi qui est vraiment très facile à mettre en place. Ça se fait en 1 ou 2 réunions. Pour l'avoir testé avec beaucoup d'EHPAD en 2019 lors d'une action collective qu'on a menée dans les Landes, c'est un outil qui a été à chaque fois mis en place au début des réunions des lancements des démarches QVT et qui ont produit des résultats vraiment extrêmement positifs rapidement. Ça pouvait donner aussi à voir à l'ensemble de l'effectif ceux qui ne participent pas à la démarche QVT. Mais voilà un peu la photographie des thématiques QVT chez nous. Et ils pouvaient montrer après à leurs collègues. Ça aussi, ça lançait une dynamique au sein de tout l'établissement. Les gens voyaient un peu la boussole avec les points forts, les points faibles. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Et du coup, même si on n'a qu'un petit groupe de travail, on arrivait à impliquer ou à communiquer sur une démarche, parce qu'on sait que c'est toujours un parent pauvre un peu la communication dans ce genre de démarche. Ceux qui sont vraiment dans le groupe de travail sont au courant de ce qui se passe et voient les avancées réelles. Les autres voient ça de très loin et se disent une réunion où mes collègues ne sont pas là pour m'aider ou je dois compenser. Donc, réussir à informer les autres, c'est aussi très important. Et ce genre d'outil qui est très simple à utiliser peut vraiment aider à ça. Un second aussi qui marche très très bien, surtout dans les établissements médico-sociaux, c'est un peu un jeu de cartes, ce qu'on appelle les essentiels QVT. C'est un jeu de cartes qu'on a mis en place, qui est téléchargeable sur le site de la HAS. Donc, c'est un jeu de cartes avec 32 cartes qui illustrent des situations en lien avec les champs de la QVT. Donc, je vous ai mis tout en bas de la page des éléments qui sont là, vous avez 4 cartes en fait en bas de la page. Donc, c'est quelque chose qui a téléchargé. On peut découper les cartes et comme ça, on a des situations et on fait un petit groupe de travail et on met tous ces éléments en discussion. Donc, par exemple, vous voyez l'intégration des nouveaux arrivés. On sort cette carte et avec le collectif, on joue avec le plateau de jeu que vous avez sur la droite de l'écran. Donc, il y a 4 grandes catégories: existant et satisfaisant, existant et insatisfaisant, inexistant mais souhaité, inexistant et non souhaité. Inexistant et non souhaité, on n'a pas ça dans notre établissement et on n'en veut pas. Inexistant mais souhaité, toutes les cartes qu'on va mettre sur cette case-là, mais c'est nos axes d'innovation. C'est une chose qui n'existe pas chez nous, mais qu'on veut mettre en place. Donc là, ça permet d'identifier ça. Existant mais insatisfaisant, c'est-à-dire on le met en place et on aimerait l'améliorer. Et enfin, existant et satisfaisant, mais c'est nos forces, c'est les forces de l'établissement sur lesquelles on doit s'appuyer pour faire en sorte que ça continue, que ce qui marche bien continue à l'être. Donc ça aussi,
c'est vraiment un outil qui est très, très facile à utiliser. Donc, comme je vous l'ai dit, sur le site de la NACT, on peut avoir une version donc vraiment avec des cartes plastifiées, avec voilà, un plateau de jeu vraiment bien mis en forme pour après utiliser en groupe de travail. Sur le site de l'Haute Autorité de Santé, ce jeu de cartes a été fait par notre réseau avec des thématiques issues de situations identifiées dans le secteur sanitaire. Donc, il y a quelques différences avec le médico-social, mais on voit quand même que concrètement, c'est un outil qui marche assez bien et qui permet aux gens de discuter concrètement du travail. Donc voilà, pour nous, c'est un outil. Donc, je vous mettrai aussi le lien pour le télécharger, parce que quand on lance quelque chose, ça se fait assez facilement. Et c'est plutôt très efficace. On l'a testé dans aussi beaucoup d'établissements. Je vais passer très vite sur d'autres ressources en ligne, mais je vous mettrai les liens en accompagnant ce support. Il y a le kit espace de discussion qui est sur le site de la NACT, qui est téléchargeable, avec beaucoup d'éléments sur comment mettre en place un EDD, comment l'animer, quels outils utiliser et comment se prémunir que l'espace de discussion ne devienne pas un espace de revendication. Comment faire en sorte que aussi les managers ne se sentent pas dépossédés, mais soient un peu mis au centre de ces espaces de discussion. En fait, dans l'idéal, les espaces de discussion sont un outil pour les managers, pour les cadres. Ça leur permet de vraiment aller capter les attentes et les objectifs, les attentes et les souhaits des équipes, et de pouvoir, en ayant une meilleure connaissance du concret, du réel et des besoins, d'être vraiment ressource pour eux. Parce que la question de est-ce que les cadres ne sont pas déconnectés, qui ne sont pas dépossédés lors des démarches QVT, c'est une question qui se pose quand même dans pas mal d'établissements. Et l'équilibre au démarrage est souvent un peu dur à trouver. Ça peut être dur à accepter, se dire si c'est le collectif qui décide de comment on organise le travail, moi, mon rôle est vraiment appauvri. L'objectif, c'est vraiment de dépasser ça et de se dire ça enrichit le rôle du cadre que de pouvoir animer, opérationnaliser tout ça. Et le fait de mettre en place une démarche QVT d'espace de discussion, ça ne veut pas dire qu'on supprime toute la logique de voilà, la direction, l'encadrement, prendre des décisions. Ce n'est pas ça l'objectif. Hein. Donc, c'est vraiment nourrir et étayer le plus possible les propositions pour faire évoluer l'organisation. Autre outil qui a aussi été développé, qui est téléchargeable du coup sur notre site, c'est le Safari Photo. En gros, c'est permettre aux personnes d'aller faire des photos de situations de travail qui peuvent leur poser problème ou qui pour elles sont vraiment satisfaisantes. Et une fois qu'on revient en groupe de travail, on part de la photo et on met en débat. Parfois, c'est beaucoup plus simple de partir d'une image comme matériau de base et comme outil pour permettre de discuter. Dernier élément, le Vie mon travail. Je pense que ce qui est assez connu dans votre secteur, c'est permettre aux personnes de prendre le travail de l'autre, d'accompagner l'autre sur son travail ou d'échanger les postes. Alors, dans la mesure de ce qui est faisable, bien sûr, hein, mais c'est vraiment l'objectif, c'est de comprendre un peu et de connaître les contraintes du travail de mes collègues et de pouvoir me favoriser un peu l'interconnaissance professionnelle, savoir vraiment ce que fait l'autre, parce qu'on a toujours une idée de ce que fait notre collègue, mais on n'a jamais la vision globale de ce à quoi son travail de tout ce que son travail peut balayer. Et le fait de ne pas avoir cette vision globale, parfois, ça fait qu'on est sujet à des interprétations, des analyses, des représentations, et c'est ce qui peut créer parfois les conflits. Donc, voilà, c'est aussi un outil qui fonctionne assez bien. Vous pouvez, du coup, vous nous présenter peut-être assez rapidement votre établissement, avant qu'on aille un peu plus loin sur les échanges autour de la question de la construction collective et de la mise en discussion du travail. Bon, alors je vous ai déjà bien écouté tout à l'heure. J'ai trouvé ça, les outils, les choses, tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, j'ai rien à apprendre à personne, ça, vraiment. Juste témoigner peut-être de la façon dont on pense les choses chez nous et de la façon dont on les fait. Et puis, j'aimerais rappeler quand même que chaque établissement est assez singulier, qu'il vit dans un environnement qui peut être très différent. Qui peut avoir une histoire aussi très différente. Il y a des choses qui peuvent marquer aussi l'établissement, qui peuvent faciliter le dialogue social ou pas. Il y a plein de choses qui peuvent jouer en fait pour que la notion de QVT puisse s'aborder sereinement ou plus ou moins sereinement. Alors, ça fait 20 ans que je suis directeur d'un EHPAD associatif dans les Deux-Sèvres qui accueille 90 personnes en hébergement permanent, qui possède également une place d'hébergement temporaire, qui bénéficie d'un PASA de 14 places.
L'établissement est ouvert depuis 1961. Il accueillait d'abord uniquement des aides aux prêtres et puis depuis 1992, il accueille toutes les personnes qui souhaitent y rentrer. Il est habilité à l'aide sociale. Nous accueillons à peu près 30 personnes qui sont diagnostiquées comme étant atteintes de la maladie d'Alzheimer. Nous accueillons 8 personnes atteintes de maladies psychiatriques, soit avant leur entrée en institution, soit après. Nous accueillons également 6 personnes handicapées intellectuelles vieillissantes et nous en avions, il y a encore quelques mois, 10. Voilà. Alors, aborder la question de la QVT, du dialogue autour du travail. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on connaît à peu près tous la difficulté à articuler, à trouver l'équilibre entre la nécessaire réponse aux besoins de l'usager et puis la prise en compte des contraintes et des aspirations des professionnels. Ce que je sais pour l'avoir vécu, c'est que si on ne prend que l'un ou l'autre en considération, on va droit dans le mur. Il y a une douzaine d'années, on a vécu un mouvement de grève assez douloureux. Alors l'avantage de ce mouvement de grève, si vous voulez, qui a été de très courte durée, c'est que ça vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose à modifier. Alors bien sûr, le dialogue, il faut l'engager avec les professionnels, avec les instances représentatives du personnel, mais il faut aussi l'engager avec le CVS, parce qu'encore une fois, dans un établissement, les choses, elles n'appartiennent pas qu'aux professionnels, il y a un tout, il y a quelque chose d'assez large, et il faut prendre en compte aussi un peu tout le monde. Et c'est ce qu'on essaie de faire, parce qu'il faut considérer que le CVS et les membres du CVS et notamment les usagers sont quand même capables de comprendre aussi les questions de fond qui se posent et sont capables aussi de proposer et puis parfois de souscrire aussi aux décisions qui sont prises pour peu qu'on soit relativement transparent. Voilà. Alors, dès qu'on aborde la question de QVT, enfin, moi, je me dis, on a aussi des interlocuteurs sur lesquels on peut s'appuyer. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec M. Spitz de la Cartat, avec M. Joly de l'ARACT. Je travaille étroitement avec mon médecin du travail. Je travaille avec certains collègues qui ont essayé des choses chez eux, qui se sont plus ou moins ratés ou qui ont réussi. J'aimerais dire qu'on a peut-être la chance d'avoir vécu un beau projet et de vivre encore un très beau projet au sein de l'établissement qui s'appelle les bouchées enrichies adaptées. Ça a été une façon de concevoir une autre modalité d'alimentation pour les personnes. Et je crois que ça permettait aussi, ça a permis de gagner la confiance des professionnels. Et en tout cas, autour de ce projet, nous avons été amenés à modifier beaucoup de choses et dans le fonctionnement et dans l'organisation et dans le matériel. Et je pense que la confiance qu'on s'accorde les uns et les autres permet aujourd'hui de discuter effectivement du travail. Alors moi, en matière de dialogue social et en matière de dialogue ou de discussion du travail, je n'ai rien inventé de particulier. Je me dis, il existe déjà des instances qui sont définies avec un CEC, un CSSCT. Il y a des groupes de travail sur certains sujets qui touchent d'ailleurs également à la QVT, parce que dès qu'on met en place un groupe de travail sur la fin de vie, comment on organise l'accompagnement de la fin de vie, donc comment on s'organise, quel temps on laisse à chacun. Mais moi, je me dis, il faut essayer de faire fonctionner ce qui existe et de le faire fonctionner correctement plutôt que rajouter des espaces de discussion alors qu'on sait qu'on manque déjà pertinemment de temps pour tout ça. Alors, on a des réunions, des comités de direction, on a des réunions collectives, des réunions par quartier, des réunions thématiques. On a des créneaux horaires aussi où les encadrants, y compris moi, on se tient à la disposition des professionnels. Voilà, je dis juste qu'il faut faire attention à ce qu'on peut rajouter. On a parfois recréé des groupes et on les a arrêtés, on les a regroupés, comme vous disiez tout à l'heure. Je pense que parfois c'est sage aussi de faire des regroupements. Mais vraiment, je pense que dans les espaces de discussion qu'on crée, la vraie question, c'est comment est-ce qu'ils fonctionnent. Voilà, c'est vraiment le contenu qu'il faut travailler. Et puis, effectivement, clarifier un peu ce qu'il est possible d'y faire et de ne pas y faire. Ça, je pense que c'est fondamental. Alors après, si je considère un peu tous les aspects thématiques et les aspects techniques de la QVT, je mets ça technique entre guillemets, qu'on a traité et qu'on traite encore, parce qu'on a une réorganisation du travail en cours et on est en train de refaire de nouveaux roulements et de nouveaux plannings. Alors vous en connaissez les enjeux de tout ça, c'est toujours un moment un peu compliqué dans un EHPAD. Mais on en est à notre deuxième contrat de prévention signé avec la CARSAT. Ça nous permet encore cette année d'améliorer un peu nos équipements, de bénéficier de nouveaux rails, de matériel de levage, de plein de choses. Donc ça, pour moi, c'est fondamental.
On a participé à des ateliers TMS avec M. Joly, avec l'ARACT, et avec le MEDEF. On a fait des formations PRAPS 2S pour une salariée. On a formé des acteurs PRAPS. On est en train de faire des formations APA. Voilà, on a un plan de lutte contre l'absentéisme qu'on a signé avec les instances représentatives du personnel. On essaie de mettre notre DUE RP à jour de façon régulière. Bref, on a des groupes de travail sur des sujets qui sont chers aux professionnels et je pense que c'est important d'y donner de l'importance. On a un plan de formation qui est quand même relativement étoffé. On a constitué aussi des groupes d'analyse de la pratique qui sont aussi suivis par des gens de l'extérieur. Bon, ce que je veux dire, c'est que ces aspects techniques, je pense qu'ils sont absolument indispensables. Il faut vraiment y songer parce qu'on s'aperçoit, si vous voulez, qu'en 6 années chez nous, on est quand même passé, je me dis, de plus de 584 jours d'arrêt de travail pour AT, vous voyez, il y a 6 ans. Aujourd'hui, on reste en dessous de 100, ce qui me semble être déjà quelque chose d'intéressant. Et 2 années, on a été à moins de 50 jours. Je me dis juste que définir des indicateurs, travailler sur les aspects techniques, je pense que c'est fondamental. Mais la notion de QVT, pour nous, on l'a abordée avec, je dirais, avec le conseil d'administration de façon beaucoup plus large. En fait, il y a eu de nombreux débats autour de la QVT et on sait que c'est central parce que quand on regarde année après année nos arrêts de travail, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à réfléchir. Et la QVT, réduire à ces aspects techniques ou réduire à des groupes de travail ou à des outils, pour nous, ça ne nous paraissait absolument pas suffisant. Alors, en fait, aujourd'hui, le projet QVT, il s'intègre dans le projet associatif et dans le projet RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Parce qu'en fait, notre association, elle parlait beaucoup de valeurs, mais en fait, elle avait du mal aussi à les matérialiser, ces valeurs. Et en fait, l'idée à travers ce projet RSE, ce projet QVT, c'était de rendre les choses, je dirais, matériellement visibles. Alors, on sait en plus que si vous voulez, pour nous, rentrer dans ce projet RSE, c'était aussi rentrer dans quelque chose de concret. Et on sait combien nos professionnels sont attachés aux choses concrètes. Voilà. Nous, la plupart de nos professionnels viennent d'un rayon de 15 km autour de l'EHPAD. Ils sont en zone rurale. Voilà. Et ils sont également très sensibles aux liens que l'EHPAD peut avoir avec le territoire, avec les entreprises, avec la population. Et donc, je dirais, avancer dans le projet RSE, c'est aussi travailler sur la QVT. Et c'est aussi donner du sens à la fois aux décisions et aux pratiques. Et ça, moi, ça me semble absolument fondamental. Et puis, en même temps, dès qu'on rentre dans le projet RSE, ça nous permet aussi de reconsidérer l'environnement législatif et les recommandations qui nous sont faites, qui sont régulières, fréquentes, parfois un peu lourdes, mais en tout cas, ça nous permet de leur donner du sens. Et ça, je tiens quand même à l'illustrer. Vous savez, quand la première fois, l'ARS nous a demandé de formaliser nos plans bleus, nos PCA, quand il nous a été proposé là, en 2019, en tout début d'année 2019, de former des référents hygiène, je me suis dit, mais je vous le livre dans le texte. Mais qu'est-ce qu'ils nous font chier, ces cons, avec cette histoire? Mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'au bout de la deuxième lecture, je me suis dit, mais le con, c'est toi. En fait, il s'agit aussi, en fait, d'anticiper, de prévoir, et d'essayer de se préparer à tout ce qui peut arriver, parce qu'on sait que tout ça, c'est absolument fondamental pour éviter justement de détériorer la QVT quand la crise arrive. Et la crise, elle est arrivée en 2020. Et moi, je ne regrette pas qu'on ait consacré du temps collectif à ça, à travailler sur ces choses qui me semblent absolument fondamentales. Parce que quand le plan bleu est prêt, quand le PCA est prêt, quand on a déjà prévu la cellule de crise, son fonctionnement, on en a même pris des libertés avec le fonctionnement de la cellule de crise pour justement intégrer des professionnels supplémentaires, pour essayer d'impliquer aussi le CVS dans cette cellule de crise, pour qu'on puisse partager aussi les choses et discuter justement vraiment du travail et de la façon dont on allait organiser les choses. Alors, tout ça, ça prend du sens. Voilà. Et en même temps… Vous diriez que vraiment avoir mis en place cette dynamique un peu sur le long terme, ça vous a permis de faire face plus facilement à la crise actuelle? Je pense que de toute façon, ça concourt en tout cas à donner de la lisibilité à la fois à la structure vis-à-vis de l'extérieur, mais ça concourt aussi à rendre les gens qui travaillent à l'intérieur assez fiers finalement de ce qu'on peut proposer. Et ça les invite aussi à s'engager dans l'établissement. On a souvent fait le constat avec les administrateurs que les professionnels, quand ils arrivaient chez nous, ils étaient professionnels, mais quelque part, ils étaient plus citoyens. Je dis ça peut vous paraître un peu bizarre de dire ça, mais c'est un peu mon constat. Alors, quand on leur a posé la question aux professionnels, quand on échange autour de ça, ils nous disent, en fait, c'est que leur perception, c'est que
on a un travail qui est vraiment très encadré quand même. On a des recommandations, des règles, des choses comme ça. Et leur impression, finalement, c'est que tout ce qu'on leur demande, la traçabilité, les protocoles, les procédures qu'il faut respecter, en fait, ça leur donne le sentiment qu'on leur fait plus confiance et en fait, qu'ils ne sont plus que des applicateurs. Voilà, c'est un peu ça leur sentiment. Et on ne peut pas leur reprocher parce que ça peut être aussi le cas pour les directeurs de penser ça. Voilà, je le dis aussi quand même. Alors, la RSE, du coup, ça permet de retrouver à la fois le professionnel et le citoyen. Et quand je vois déjà et ça, j'en suis vraiment convaincu, et je suis convaincu que ça a une incidence sur la qualité de vie au travail. Et je pense que ça compte autant que les aspects techniques dont j'ai parlé précédemment. Je me dis, aujourd'hui, vous voyez, on a implanté une chaufferie bois il y a près de 10 ans. On a fait attention à nos consommations de chauffage, nos consommations d'eau. Il y a une surveillance journalière. Les gens font attention aux fuites. On implante bientôt des panneaux photovoltaïques. On fait du tri de déchets. On a embauché une salariée trisomique en CDI, une fille du coin, dans ce projet-là, tout le monde s'est impliqué aussi. On essaie de promouvoir les gens. Le plan de formation, il permet à des gens qui étaient juste agents, mais maintenant de se diplômer. On travaille en partenariat avec le centre socioculturel. On a développé le bénévolat. On a 30 personnes qui sont bénévoles chez nous. On a essayé de recentrer nos contrats maintenant sur des entreprises locales. Tout ça, ça a du sens pour les gens qui sont au travail. Ça leur permet aussi de s'engager. Voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est fondamental d'élargir cette notion de QVT, de mettre en tout cas sous un chapeau plus large. Du coup, ça serait voilà. Je me dis qu'en tout cas, la crise, ce qui nous a aidé pendant la crise, c'est d'avoir cette cohérence entre le projet associatif, le projet RSE et le projet QVT. Cette cohérence-là, elle me semble absolument fondamentale. Mais enfin, juste par rapport à ce que vous venez de tout ce qui a été dit auparavant, je vois que là encore, on a un nouvel outil qui est là, que j'irai regarder, et si je peux l'utiliser, je l'utiliserai. Je vois votre petit truc là sur la QVT avec tous les petites choses autour. Je regardais vite fait, finalement, on s'en sort pas si mal. Je trouve on a essayé de travailler sur tous ces aspects. Mais enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que alors, avant de dire ça, ce que j'aimerais quand même dire aussi, avant de continuer sur cette question du temps dont chacun d'entre vous a parlé auparavant, mais dont on n'a pas parlé vraiment. En fait, on l'évacue toujours, cette question du temps. Et je pense que cette question du temps, elle est absolument fondamentale. Parce qu'en fait, elle est évacuée de tous les débats. Je pense que la QVT n'appartient pas, je dirais, ni à l'ARS, qui en fait, à travers les recommandations qu'elle fait, parle aussi de QVT. Elle n'appartient pas seulement au directeur, elle n'appartient pas seulement aux salariés. Moi, je trouvais vraiment très intéressant ce qu'il proposait sur cette question de la mise en cohérence vraiment des valeurs portées par un établissement et pour garantir l'engagement des salariés, à la fois des salariés, des agents, à la fois dans une dynamique de volonté pour eux de s'impliquer dans tous ces groupes de travail. Parce que c'est ce qu'on a identifié aussi de notre côté. Une des difficultés, c'est pas de lancer une démarche, c'est vraiment de maintenir ces dynamiques. Et du coup, voilà, je trouve que c'était un bel exemple pour se dire des structures qui arrivent à maintenir des dynamiques, à maintenir des personnes mobilisées dans les différents groupes de travail pour qu'après, cela continue à exister et à être présent de manière assez forte, que cette volonté politique soit diffusée au sein de l'ensemble de la structure pour le fonctionnement et garantir à la fois un engagement, limiter des turnovers et des taux d'absentéisme assez bas ou qui ont vraiment diminué avec le temps de manière assez importante. Et je trouve que c'était une assez belle illustration. Je me dis que c'est important, il est vraiment fondamental qu'on travaille sur ces aspects techniques, qu'on travaille sur ces échanges avec les professionnels. Mais si on les écoute vraiment, leurs préoccupations principales, enfin, ce que je note au quotidien, c'est leur frustration et leur niveau de stress. Et que ça a à voir directement avec le temps dont je parle. Le temps, c'est sûrement la chose la plus importante qu'on devrait considérer. Or, on connaît aussi les limites financière, parce que le temps, c'est de l'argent, c'est ce qui pose problème. Mais la vraie question de la QVT, pour moi, c'est le temps, c'est pas autre chose. Merci beaucoup pour cette présentation et puis cet exemple qui, je le disais, là, comme vous avez quitté, je trouvais extrêmement intéressant de voir comment
faire évoluer une dynamique sur le temps et puis maintenir les gens impliqués. Je trouvais ça assez remarquable. Je ne sais pas s'il y a une question ou deux, une personne qui veut intervenir dans le chat. Je pense que voilà, s'il y a des questions, on pourra y répondre par mail à la suite. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Vous proposez, donc, on voit que ce webinaire, donc, je suis désolé, on a eu un exemple en moins qui était pourtant très intéressant, mais je pense qu'on pourra ressolliciter Monsieur Denisou pour son exemple d'action qu'il a mis en place dans son EHPAD. Monsieur Denisou avait participé à une action collective que nous avions menée dans le cadre des actions collectives QVT que nous menions. Nous avons mené plusieurs en Nouvelle-Aquitaine grâce au financement de l'ARS ces dernières années. Donc, c'était une action collective avec une dynamique un peu plusieurs établissements qui se réunissaient pour faire de la QVT en même temps, c'est-à-dire partir tous de l'état des lieux, s'outiller en même temps et faire de l'échange de pairs en même temps que chacun déployait en interne une démarche avec un niveau d'avancée assez similaire, assez chronologique. Et du coup, je pense que ça fera un peu l'objet d'un prochain webinaire où on reviendra spécifiquement là-dessus et on présentera une sorte de boîte à outils qui a été sortie par notre réseau basée sur l'accompagnement de 300 établissements médico-sociaux ces dernières années pour des établissements qui veulent se lancer dans la QVT avec différentes étapes, différents niveaux d'outillage, de retour d'expérience. Nous présenterons ça lors d'un prochain webinaire animé par l'ARAC, je pense. Un dernier élément que je voulais vous présenter très rapidement, c'est on parle de discuter du travail depuis le début, mais il existe des contextes où vraiment la discussion n'est quasiment plus possible. La discussion est rompue. Donc là, je vais vous présenter un dispositif. Alors en quelques mots, mais c'est un dispositif qui est porté par notre réseau, Anactaract, en partenariat avec le ministère du Travail. C'est le dispositif d'appui aux relations sociales. Donc par la relation sociale, nous entendons à la fois vraiment le dialogue institutionnel, les instances de représentation du personnel, de dialogue social, et aussi les relations de travail, que ce soit entre la direction et un groupe de salariés, entre des salariés et leur cadre, ou leur cadre au pluriel, ou même des groupes de salariés entre eux. C'est un dispositif d'accompagnement qui est vraiment mis en place pour sortir d'impasse relationnelle. C'est quand les personnes n'arrivent plus, nous on promeut toujours de parler du travail. Ce dispositif, c'est vraiment quand les personnes n'arrivent plus à se parler, les conflits entre elles sont allés trop loin, et du coup on ne peut plus construire et échanger autour du travail. On ne peut plus rien travailler sur l'organisation. Donc c'est un dispositif qui se passe un peu en amont. Et pour nous, ARAC, c'est un peu particulier parce qu'on intervient toujours sur l'organisation du travail. Dans ce cadre-là, on intervient vraiment comme des facilitateurs et on ne va pas sur le contenu, mais on ne se positionne pas sur les problématiques entre les personnes, mais on a un rôle de cadrage, de mettre en place une démarche pour faire en sorte que les personnes puissent par la suite se reparler du travail. Donc c'est un travail qui est à mettre en place, un dispositif qui est utilisé quand vraiment on est sur des situations de blocage pour pouvoir débloquer. Ça prend quelques semaines, quelques mois, pour après pouvoir se reparler. Donc, comme c'est marqué, on a vraiment une posture de facilitateur, pas d'expert sur la problématique, et on est porté par quelques principes déontologiques, c'est-à-dire vraiment l'engagement, le volontariat de tous les participants et l'engagement des participants à vouloir faire bouger la situation. Parce que voilà, on ne s'arrête pas à juste je veux participer, mais on demande à chaque fois en amont aux personnes via, c'est très très cadré, il y a des temps de réunions collectives, enfin, c'est assez cadré entre les personnes avec qui il y a des conflits, vraiment un engagement à vouloir faire évoluer les situations. Donc c'est assez complexe parfois parce que des personnes qui sont dans un conflit et on leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour vraiment vous poser autour de la table et être d'accord pour faire un pas vers l'autre pour résoudre des situations. Après, la question de responsabilité est aussi assez centrale, c'est-à-dire la responsabilité pour nous intervenants du cadre. On va poser des règles du jeu, on va poser un cadre sécurisant pour que chacun puisse s'exprimer et que chacun soit à l'aise pour pouvoir essayer de résoudre ces problèmes de conflit. Et la responsabilité du contenu va vraiment appartenir aux personnes impliquées. C'est-à-dire qu'on va dire aux personnes, voilà, nous, on ne prendra pas position, on va écouter les situations, on va vous faire en parler, mais notre objectif à nous, ce n'est pas de trancher, dire qui a raison ou qui a tort. Donc, on est vraiment là-dessus sur, voilà, on est responsable que du cadre et que de la forme, et le fond dépend des personnes impliquées. Après, on va toujours rester neutre et impartiaux. Donc ça, c'est ce que je viens de dire, on est uniquement là pour donner un cadre.
on s'engage à la confidentialité et vraiment ce rôle d'indépendance par rapport aux différentes parties du conflit. Donc voilà, c'était une présentation extrêmement rapide de ce dispositif, mais je sais que par endroits, c'est vraiment très compliqué, voire plus possible, de parler du travail. Donc ça peut être un dispositif qui peut être mobilisable en amont de mettre en place toutes ces situations par rapport au travail et ces situations d'échange professionnel. Donc si vous rencontrez ce genre de problématique, vous pouvez nous contacter sur le lien que vous verrez après pour voir s'il y a matière à déployer ce dispositif. Le coût peut varier de 0 € pour un établissement jusqu'à 100% en fonction de la taille, du statut. Mais voilà, ça, je ne le détaillerai pas aujourd'hui. On pourra en parler si vous en avez un besoin vraiment plus spécifique. Un moment de conclusion de notre échange. Donc, bon, vous l'avez vu, nous avons testé aujourd'hui la solution technique. Il y a eu quelques petits bugs. J'espère qu'on fera mieux les prochaines fois s'il y en a. Donc, nous avons noté les différentes questions dans le chat pour en prendre connaissance. Comme je vous l'ai dit, nous allons y répondre sur la page de l'ARS ou alors vous pouvez nous contacter en direct sur le site de l'ARACT. Peut-être que je vais vous remettre le contact, mais vous l'aurez bien sûr sur ce support que nous allons vous transmettre. Donc, tout sera disponible sur la page QVT de l'ARS. Nous allons vous envoyer, après ce webinaire, un questionnaire d'évaluation pour que vous nous disiez si ça vous a intéressé, si le contenu était intéressant, si les témoignages vous ont inspiré, si l'horaire était bien ou s'il posait problème, si le format 1h30 c'était trop long, trop court. Enfin, voilà, on va vous demander de noter tout ça pour voir s'il y a matière à proposer d'autres webinaires de ce type. Ce webinaire sera à voir en replay sur le site de l'ARS, sur la page QVT de l'ARS, et vous pouvez aller sur notre site nouvelle-aquitaine.aract.fr pour ou nous mobiliser sur des questions vraiment spécifiques, ou alors suivre l'actualité, les outils. Les quelques outils que je vous ai proposés font partie vraiment d'un énorme panel que nous cherchons à mettre à disposition gratuitement pour toutes les structures de la région. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site et à nous solliciter dans la rubrique Contact si vous voulez être recontacté de manière plus directe. Mot de conclusion. De notre côté, voilà, on espère vraiment vous avoir un peu intéressé sur cette thématique de la mise en place d'espaces de discussion et de la QVT. Comme je vous l'ai dit, de nombreux outils vont sortir et être mis à disposition encore d'ici la fin du mois. Et nous vous ressolliciterons pour vous annoncer les prochaines journées, les prochains ateliers pour discuter de ces thématiques. Madame Binet, peut-être, je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, c'est déjà remercier tout le monde pour la participation et puis l'organisation de ce webinaire. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à remplir le questionnaire pour voir sur les prochains, sur des thématiques. Surtout, n'hésitez pas à renvoyer vos éléments de réponse sur cette enquête que nous aurons besoin pour ajuster les prochains webinaires. Et merci encore aux établissements pour ces retours d'expérience. Merci à tous. Je vois quelques questions dans le chat. Nous allons donc y répondre. Comme je vous l'ai dit, vous aurez les réponses par écrit sur le site de l'ARS ou alors vous pouvez nous contacter directement. Je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir à tous.